Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous vous remercions de nous avoir rejoints aussi nombreuses et nombreux pour ce webinaire concernant la réponse aux notes du COFRAC relatives au Covid-19. Vous le verrez très rapidement, au-delà de la réponse seulement à ces notes, nous vous présenterons la manière de pouvoir répondre à une situation de crise, ainsi qu'à la gestion des actions nécessaires en cas d'événements majeurs graves et imprévus impactant le fonctionnement du système de management et bien évidemment le fonctionnement d'une entreprise et d'un laboratoire en l'occurrence. Commençons tout d'abord par les présentations. Thomasia est un cabinet de conseil de 10 consultantes et consultants disposant en moyenne de 20 années d'expérience dans leurs domaines respectifs et principalement dans les systèmes de management et les normes de certification d'accréditation. Nous réalisons des prestations d'accompagnement de certification à l'accréditation, à la labellisation ainsi que des missions de pilotage de projets stratégiques ou simplement de l'optimisation des organisations et des process internes. Cela dans le cas de référentiels normatifs ou internes ou référentiels que nous concevons avec nos clients. Pour les référentiels, il s'agit par exemple des référentiels ISO 9001, ISO 14001, 45001, 27001, 50001, ISO IEC 17025, IEC 17043, référentiel MAS, label Lucie, label Alsace Excellence et bien d'autres référentiels encore. Nous intervenons dans de nombreux métiers, de nombreux secteurs, pour les entreprises de petite taille jusqu'à de très grands groupes et ce dans le monde entier. Pour finir cette présentation générale, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.thomasia.com, également sur notre chaîne YouTube Thomasia Academy qui propose plus de 150 vidéos de formation gratuites relatives au système de management, ainsi que sur le plus ancien forum francophone dédié aux démarches qualité, sécurité, environnement, Caliblog. Je m'appelle Marc Hauss, je suis consultant et formateur pour Thomasia et auditeur de certification pour le compte de plusieurs organismes certificateurs. J'interviens dans de nombreux domaines, dont celui des laboratoires dont il est question aujourd'hui. Ce webinaire sera aujourd'hui suivi et modéré par Judith Marosi, à qui vous pourrez poser toutes vos questions en direct tout au long de cette session. Rapidement, voici le programme de ce webinaire. Le thème, nous l'avons dit, la réponse aux exigences du COFRAC dans cette situation de pandémie Covid pour les laboratoires, thème que nous dépasserons très rapidement. Nous verrons donc les actualités et informations du COFRAC dans un premier temps, puis le détail des 2 notes publiées par le COFRAC. Nous vous présenterons une manière d'y répondre rapidement et efficacement, et enfin nous ménagerons un deuxième temps de ce webinaire afin de répondre à vos questions. Comme je vous l'ai indiqué, ce webinaire est modéré. Vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure de la séance sur le chat prévu à cet effet. Avant même de commencer, une première question qui nous a été posée pendant les minutes précédant le lancement de la session. Pouvons-nous avoir les supports de ce webinaire? Alors, merci pour cette première question et pour votre empressement. Bon, par contre, nous ne laissons pas accessibles les supports qui, hors contexte, peuvent perdre leur valeur. Mais nous faisons beaucoup mieux. À l'issue de la dernière session de ce sujet de webinaire, nous mettrons à disposition l'intégralité de ce dernier sur notre chaîne YouTube Thomasia Academy, sans aucune restriction d'accès. Toutes nos sessions sont enregistrées et nous publions la meilleure. Tout ce que je vais donc vous dire et vous montrer, vous le retrouverez intégralement sur notre chaîne. En avant pour ce nouveau sujet. Au jour de l'annonce officielle de l'entrée en confinement en France, le 16 mars 2020, le COFRAC a publié une première note Covid-19, informant de la suspension des évaluations et de la nécessité de gérer les risques découlant de cette période d'incertitude au sein des laboratoires. S'en est suivi une deuxième note le 1er avril 2020, plus précise et avec 15 jours de recul, indiquant d'autres précautions relatives à l'accréditation. 4 actualités sur le site COFRAC, plus spécifiquement, ont ponctué également cette période. Le 16 mars, l'information faisant état de l'annulation des évaluations jusqu'au 10 avril au minimum. Le 27 mars, une information sur l'usage de faux certificats de conformité CE sous marque d'accréditation COFRAC, puisque ce genre d'événement profite malheureusement à des personnes mal intentionnées. Le 28 avril, une information sur la possibilité de réaliser des évaluations nommées alternatives sur l'acceptation des clients évalués. Il s'agit des évaluations pouvant être faites à distance lorsque les conditions notamment d'échantillonnage au sein du laboratoire le permettent. Une dernière information concernant la reprise progressive de la planification des évaluations au sein des laboratoires qui a été publiée le 6 juin 2020. Finalement, peu de communication par rapport à d'autres organismes, mais une communication claire, sans ambiguïté et complète. Alors je précise, je ne dis pas ça parce que nous sommes nous-mêmes audités par le COFRAC dans nos fonctions au sein de laboratoire, mais il fallait bien le reconnaître. Entrons à présent dans le détail de ces 2 notes et des attentes vis-à-vis des laboratoires du COFRAC. Alors non, pardonnez-moi. Une question nous est déjà posée. C'est la suivante. Vous n'avez pas cité la communication du 13 mai concernant les modalités de suivi du COFRAC. Oui, effectivement, on n'en a pas parlé.
Alors c'est vrai que ça peut porter à confusion, mais cette note ne concerne pas les laboratoires. En fait, elle ne concerne que et rien que les organismes certificateurs. Alors nous on la connaît parce qu'en tant que partenaire des organismes certificateurs, on a aussi suivi cette note. En quelques mots, elle fait simplement état de la surveillance que le COFRAC fera des organismes certificateurs qui, eux, pendant cette période de pandémie, ont eu recours à des modes d'évaluation et de suivi différents de l'habitude. Par exemple, il y a des références à des documents d'exigence de l'IAF concernant les modalités d'audit à distance. Voilà pourquoi on ne l'a pas abordé. Alors j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, que retenir de ces deux notes? Voici les principaux points. Tout d'abord, ces notes sont spécifiques aux laboratoires qui évaluent la conformité, les laboratoires d'étalonnage, les laboratoires de vérification notamment. Elles demandent de faire l'évaluation et la réévaluation régulière des risques propres à ce contexte sanitaire. Elles précisent également que si des décisions sont nécessaires, si des adaptations des pratiques ou du système de management sont nécessaires, il faut donc les enregistrer et justifier par exemple les écarts aux pratiques décrits dans le système de management et surtout les écarts pouvant remettre en cause la conformité aux exigences de l'ISO IEC 17025. Du LabRef 02 aussi, on n'en parle pas forcément, mais avec la 17025 vient également le LabRef 02. Cette gestion des risques pourra faire l'objet d'une vérification lors de la prochaine évaluation du COFRAC. L'auditrice ou l'auditeur pourra vous demander d'expliquer la manière dont vous avez tenu compte des risques et leur impact. Comme toujours, sur la base de ce que vous aurez formalisé pour ça. Cette note précise également que les laboratoires doivent informer le COFRAC dans au moins 2 cas. Si le contexte Covid-19 remet en question la conformité d'un laboratoire vis-à-vis de ses exigences d'accréditation, et si un laboratoire ne peut exercer de prestations dans le domaine de ses portées d'accréditation pendant une période supérieure à 3 mois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il perdra son accréditation systématiquement, mais que cela mérite une information au COFRAC qui décidera des impacts éventuels. Pour finir, entre autres éléments importants de ces deux notes, il est clairement acté que toute accréditation qui arrive à échéance pendant cette période de confinement est prorogée de 6 mois. Par exemple, un laboratoire qui devait avoir son audit de renouvellement d'accréditation en avril 2020, avec fin de certificat en avril, voit alors sa validité ou la validité de son accréditation prolongée jusqu'en octobre 2020. Petite parenthèse en passant, il aurait été bienvenu pour certains organismes certificateurs d'avoir la même clarté dans les consignes et la même bienveillance, mais ça, c'est une autre histoire. Comment répondre de manière efficace? En fait, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Concernant l'évaluation et la réévaluation régulière des risques, vous avez déjà, depuis la dernière version de la norme ISO IEC 17025, à la fois la pratique et très certainement les supports permettant de vous questionner sur les risques et de décider ou non de déployer des actions face à ces risques. Ça, c'est pas nouveau. Pour ce qui est de l'enregistrement et de la justification des choix ou des actions que vous pourriez prendre dans votre système de management propre à ce contexte sanitaire, vous avez également des plans d'action, des supports d'action comme les comptes rendus, les revues, les plans d'action, comme je le disais, qui assurent la traçabilité minimum des décisions. Donc, pour répondre, il y a 2 options principales. La première est de vous servir de l'existant et d'intégrer les risques de cette période à vos analyses de risques existantes. L'avantage, c'est que la rapidité de ces dispositions, l'avantage, c'est la rapidité des dispositions, parce qu'en fait, elles existent déjà. L'un des inconvénients majeurs peut être la difficulté de différencier les risques conjoncturels, temporaires, de votre analyse des risques plus globaux. La deuxième option est de mettre en place un plan de continuité et de reprise d'activité qui peut être fait de manière très simple. Son avantage est qu'il vous donne un outil, si vous n'en avez pas encore un, de gestion de crise ou de gestion d'événements majeurs méritant d'être maîtrisés. Son seul inconvénient, si on n'y fait pas attention, c'est que ça peut être gourmand en temps. On va vous montrer un modèle relativement simple un petit peu plus loin. Je ne reviens pas sur l'enregistrement des actions. Là, vous avez tout intérêt à utiliser vos outils de suivi d'action de votre système de management. La deuxième option, avec un plan de continuité, embarque un plan d'identification et de formalisation des risques. Donc, je vais vous présenter directement la deuxième option. La première, c'est donc globalement la même chose, sans le dossier de plan de continuité. Alors, j'espère que j'ai été clair dans cette explication, mais vous allez voir à partir d'un exemple. Le document que je vous présente est un document en cours d'exploitation au jour de cet enregistrement. Parmi les laboratoires que nous accompagnons ou dont nous externalisons la fonction qualité, c'est ce support que nous mettons en œuvre avec nos clients. C'est pourquoi vous avez là à l'écran des zones hachurées, c'est parce que certaines informations, à commencer par le nom de nos clients, sont confidentielles. Les principaux éléments à retenir de ce plan sont les paramètres de gestion du document lui-même et notamment des données, les dates, les responsabilités en termes de validation sont décrites. Il est également intégré
l'historique ou l'évolution de ce plan, parce que sa mise à jour nécessite d'être tracée, d'ailleurs comme l'ensemble de la documentation de référence d'un système de management. Le sommaire, c'est juste un sommaire. L'objet de ce plan, en l'occurrence la maîtrise de la situation et les impacts du Covid-19 sur les activités du laboratoire, et pour ce client, mais c'est difficile d'imaginer que ça puisse être autrement, l'assurance de la sécurité et de la santé du personnel. Les conditions de révision de ce plan, vous vous souvenez, des questions d'évaluation et de réévaluation. Les risques autant que la situation vont évoluer au cours du temps et mériter de revoir les décisions, les actions et certains niveaux de risque. D'ailleurs, au jour de notre webinaire, nous sommes mi-juin. On ne parle plus de confinement, mais de déconfinement, qui a ces risques particuliers qui n'existaient pas lors du confinement. Dans l'analyse de risque de ce laboratoire, il y a le plan d'analyse de risque, les risques liés au confinement, les risques liés au déconfinement qui ont été anticipés avant même que cette période ne soit clairement abordée. Et aujourd'hui, dans une période de déconfinement, nous allons bientôt prendre la décision d'ajouter un troisième volet au risque, les risques de reconfinement, en espérant ne pas en avoir besoin. Mais sur le principe de si ça devait se produire, au moins cette situation aurait été anticipée dans la mesure du possible. On y trouve également les liens avec le système de management, et donc selon l'objet et la manière dont un plan a été déployé, il est important de définir clairement quels sont les liens avec les dispositions existantes du système de management, par exemple le plan d'action habituel ou tout autre point particulier. Les orientations de l'analyse des risques, ce n'est pas un terme consacré, mais c'est celui que nous avons choisi pour exprimer les orientations particulières d'une analyse de risque dans un contexte particulier. Par exemple, pour les risques liés à la situation du Covid-19 sur les laboratoires, nous avons choisi de mesurer pour chaque risque les impacts dans 3 domaines particuliers. Les impacts sur la conformité des prestations aux exigences de l'ISO IEC 17025 et la brève 02, les impacts sur la qualité, la conformité des résultats et des données produites par le laboratoire, les impacts sur le respect en délai et en quantité des prestations réalisées par rapport aux engagements contractuels pris avec les clients. Nous le verrons dans la prochaine diapositive, pour chaque risque, ces 3 impacts sont considérés. Ce laboratoire a déjà adopté dans son approche risque une cotation de type gravité, fréquence, maîtrise, une cotation classique mais qui a fait ses preuves et qui convient tout à fait. La notation aussi donc est très classique, chaque critère est pondéré de 1 à 3 selon son importance. Mais il est important de préciser, si cette cotation diffère par rapport aux règles habituelles du laboratoire, quels sont les critères de décision des niveaux. Par exemple ici, il est précisé dans les grandes lignes ce à quoi correspondent les évaluations de 1 à 3 en termes de gravité. Eh bien, les risques qui donc ont été identifiés, évalués et réévalués, je passe assez rapidement sur cette information qui est l'information majeure de ce plan parce qu'on va faire un zoom sur cette partie dans quelques secondes. Les décisions de continuer ou pas ce plan, passé un certain temps, nous espérons bien évidemment qu'il ne soit plus nécessaire de gérer ce genre de situation. Et enfin, la planification de la prochaine révision de ce document. C'est un document vivant, en plus le laboratoire choisit de le diffuser à l'ensemble du personnel et donc toute précision est bienvenue. En annexe, les quelques informations officielles et références à des sources d'informations sur par exemple les gestes de distanciation, les supports officiels d'information sur l'évolution de la situation. Certains de nos clients ont choisi d'intégrer leurs procédures internes ou instructions internes sanitaires, les conditions de travail, les consignes de télétravail pour certains. Globalement, vous le voyez, ça peut être relativement simple. Concentrons-nous maintenant sur le cœur de cette analyse, concentrons-nous sur les risques. C'est un plan de gestion des risques, entre guillemets classique, à la seule différence qu'il y a les 3 impacts dont je vous parlais tout à l'heure. Prenons 2 risques, les 2 premiers, les risques sur les effectifs et les compétences internes. Le premier, le risque sur des pratiques insuffisantes du fait de la réduction de personnel présent pour le maintien des compétences techniques. Effectivement, dans beaucoup de laboratoires, l'un des facteurs de gestion des compétences est la démonstration dans le fait que les collaboratrices et collaborateurs pratiquent suffisamment pour garder la maîtrise de leurs compétences. Et bien donc, logiquement, un ralentissement, voire un arrêt parce que certains laboratoires sont en chômage technique, peut conduire à ne plus respecter les dispositions internes fixant les pratiques minimum nécessaires à conserver une compétence. Au-delà des dispositions internes, il se pourrait que dans certains contextes, réellement, les compétences puissent être remises en cause. Le deuxième risque, pour l'exemple, le risque de départ de personnel et ou de difficulté de présence dans un contexte anxiogène, ce risque aussi peut s'expliquer par le fait que tout le monde ne va pas vivre la situation de la même manière et que certaines personnes pourraient être inquiétées par cette situation et ne pas pouvoir ou ne plus pouvoir assurer leur activité en toute sérénité, avec tous les impacts possibles sur la conformité par rapport aux exigences. Là, j'ouvre une petite parenthèse, nous sommes bien toutes et tous convaincus qu'au-delà de la conformité, c'est surtout l'impact psychologique qui mérite d'être pris en compte. Chaque risque a sa criticité, alors une petite pirouette,
Dans ce cas-là, nous calculons ce risque à partir de la criticité la plus haute des 3 impacts. Souvenez-vous, l'impact sur la conformité à l'ISO 17025, accessoirement on l'abrève 02 aussi, à la conformité des données et résultats, et au respect des engagements contractuels. Là, le principe est assez classique. L'indice de gravité, l'indice de fréquence, selon les dispositions de maîtrise existantes, l'indice de maîtrise, tout ça multiplié entre eux va donner un indice de criticité et justifier ou non la planification d'une action. À ce sujet, il est important de définir dans un système d'évaluation des risques quelles seront les limites au-delà desquelles on s'astreint soit à mettre en place une action parce que la criticité est élevée, soit dans certains cas à accepter le risque. On l'accepte parce qu'il est conjoncturel et qu'on n'a pas les moyens dans certains cas de pouvoir planifier une action. Mais on le rend visible et parfois rendre visible et partager un risque est déjà un premier pas. Il est déjà celui de ne pas être surpris lorsque les choses se produisent. Cette limite peut être fixée une fois que toutes les évaluations sont faites. Avant de continuer, je vois une question qui a été remontée 3 fois d'affilée. Je pense que Gilles a décidé qu'elle devait être importante à prendre en compte. Alors la voici. Est-ce que la notation 1, 2, 3 est suffisante pour distinguer les risques les plus importants? Alors oui, tout à fait. À partir du moment où c'est une notation différenciée. Alors là, je vous invite à aller voir une série de vidéos sur YouTube, sur notre chaîne Thomasia Academy, qui est consacrée à la gestion des risques. Il y a une vingtaine d'épisodes et l'un des derniers est consacré aux différents modes d'évaluation et de calcul de criticité. Et vous verrez notamment qu'il y a peu de différence entre une évaluation sur une échelle simple, par exemple 1, 2, 3, une échelle 1, 2, 3, 4 ou des échelles 1, 2, 5, 10. Ce qui est important, c'est d'identifier le plus objectivement possible plusieurs critères qui vous permettront d'identifier les risques les plus importants des autres risques. Alors j'espère que ça a répondu à votre question, elle était importante. Pour exemple, voici les risques identifiés au sein de laboratoire. Là, ils sont présentés selon une approche 5M, mais toute autre présentation est tout aussi valable, l'essentiel étant de pouvoir produire des idées, éventuellement de les ranger, des idées concernant les risques de votre laboratoire. Dans la famille des risques liés à la main-d'œuvre, il y a par exemple la difficulté de maintenir des compétences par manque de pratique. C'est l'exemple qu'on a cité tout à l'heure en montrant le plan de gestion des risques, une pratique insuffisante qui mettrait à mal les minimums de pratiques attendus pour conserver des compétences. Alors, on peut aller un peu plus loin. Lorsqu'il s'agit d'enregistrer et de justifier les décisions, on peut imaginer par exemple que dans un laboratoire, si certaines analyses ne sont pas réalisées au moins une fois par mois, alors une qualification, une habilitation au poste peut être retirée. Or, si l'activité se ralentit du fait de la situation liée au Covid-19, le laboratoire pourrait toujours, par exemple, choisir soit de recentrer les analyses restantes sur certains personnels afin de maintenir un minimum de compétences, ou de revoir les périodes de maintien des qualifications et peut-être de décider pendant un temps de maintenir ces qualifications si les analyses sont faites à minima tous les 2 mois. Dans ce cas-là, ça pourrait induire de nouveaux risques sur la conformité des résultats aussi. On s'attendrait à ce que le laboratoire décide de mettre en place ou pas des mesures pour compenser ces risques. Plus simplement aussi, le risque de manque de personnel pour assurer les prestations du laboratoire et pour assurer la réalisation de l'ensemble des activités qui permettraient d'assurer la conformité des prestations. Dans certains pays, certaines régions ou dans certaines villes, l'application des mesures de confinement a conduit à interdire même certains déplacements et donc techniquement à réduire ou à arrêter l'activité laboratoire. Le manque de ressources aussi et disponibilité des personnels pour veiller à maintenir le système de management et sa conformité au regard des exigences de l'ISO IEC 17025. Si cette période était planifiée pour la réalisation des audits internes par exemple, il y a donc le risque que les audits internes ne soient pas réalisés comme prévu et donc d'une dérive par rapport aux dispositions internes. Concernant les méthodes, et toujours pour exemple, il y a le risque de non-respect des méthodes planifiées. Pour plein de raisons, un fonctionnement en mode dégradé peut avoir un impact sur le respect des méthodes, des procédures, des instructions, des modes opératoires. Les difficultés même inhérentes aux règles de sécurité et de distanciation, par exemple, devoir réviser ses manières de travailler avec une distanciation de 1 mètre ou la présence possible de personnel en fonction des mètres carrés d'une pièce peut induire des risques par rapport aux habitudes et manières de faire, avec un impact, encore une fois, sur la qualité et la conformité. Proche d'un risque vu dans l'exemple du plan de risque tout à l'heure, le risque même lié à l'impact psychologique, à l'inquiétude induite par le contexte, et qui peut rendre des gestes, des réflexions, des pratiques moins sûres et moins sereines qu'en temps normal. Si l'on continue par les moyens, et notamment les moyens techniques, les risques peuvent être par exemple l'impossibilité d'assurer des étalonnages et vérifications d'équipements de mesure, par exemple avec toutes les implications que ça peut avoir sur la chaîne de mesurage et donc la conformité des prestations. Si un prestataire d'étalonnage n'est plus disponible parce que lui-même est en arrêt technique, des décisions peuvent donc être à prendre soit sur l'arrêt de certaines prestations ou sur la mise en œuvre de dérogations
par rapport aux préconisations d'étalonnage du système de management, par rapport aux préconisations internes. Autre exemple, l'indisponibilité ou la défaillance de prestataires de maintenance d'équipement peut également conduire à ne plus pouvoir réaliser certaines prestations ou à dégrader la capacité à les réaliser. L'arrêt, par exemple, ou l'espacement de certains investissements peut, dans certains contextes également, représenter un risque et avoir des impacts sur la conformité du laboratoire. Pour la matière, ce peuvent être des risques tels que la réception d'échantillons avec moins de garanties d'intégrité que d'habitude, parce que par exemple, les circuits logistiques sont très perturbés, les moyens mis en place n'offrent plus les mêmes garanties, ou le respect de la chaîne du froid, par exemple, est très perturbé lui aussi, etc. Comme pour les moyens techniques, la défaillance, le ralentissement de certains fournisseurs peuvent induire un risque de rupture d'approvisionnement de consommables nécessaires à la réalisation des mesures ou des analyses. Pour finir dans les exemples de cette famille de risques, la défaillance de prestataires stratégiques peut conduire à un arrêt ou une incapacité complète de prestations délivrées par le laboratoire. Malgré une situation vécue nationalement ou mondialement, la prise en compte et l'anticipation de ce risque peuvent permettre de se poser de bonnes questions sur, par exemple, le sourcing de certains produits. Terminons ce 5e par le milieu. Alors, des choix et des décisions prises face à cette situation peuvent également induire des risques qui n'existaient pas avant. Par exemple, la généralisation du télétravail, si elle n'est pas anticipée et maîtrisée avec l'ensemble des collaborateurs, peut, pourquoi pas, générer des risques sur la confidentialité des données et des échanges. Dans un domaine différent, certains organismes certificateurs interdisent l'emploi de certaines plateformes de visioconférence pour les audits à distance, du fait de leur manque de sécurité. Voilà donc quelques exemples de risques qui peuvent être identifiés et suivis dans le portefeuille de risques conjoncturels liés à cette pandémie. Avant de passer aux questions et aux réponses, résumons donc les principaux éléments à retenir en plus des exemples que je vous ai montrés. N'inventez pas une nouvelle expérience risque, mais appuyez-vous sur la culture risque que vous avez déjà déployée dans le cas de l'ISO IEC 17025. Notamment, intégrer cette gestion des risques soit dans votre système existant, soit avec les mêmes mécanismes et principes dans un plan spécifique qui n'aura d'existence que le temps de cette crise. Lors de l'évaluation des risques, identifier ces risques sont les phases considérées, le confinement, le déconfinement, et on ne se le souhaite pas évidemment, mais l'éventuel reconfinement. Nous le voyons aujourd'hui, il y a une nette différence entre les laboratoires qui ont pris comme beaucoup de plein fouet cette situation et ceux qui avaient anticipé, alors pas spécifiquement une crise sanitaire, mais une incapacité brutale de déplacement ou d'indisponibilité de personnel. Ces laboratoires avaient déjà exploré par exemple les moyens et la faisabilité du télétravail en situation d'urgence et ont été moins surpris que d'autres, en tout cas beaucoup plus réactifs. Faites une évaluation la plus exhaustive possible sans vous censurer, vous définirez les choix d'action selon la criticité faite dans un second temps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, planifiez les actions lorsque cela est nécessaire et lorsque cela est possible. Parfois, certaines actions ont un minima à être connues, mais dans certains contextes, on ne peut pas faire plus. Les partager, c'est déjà un début. Pour finir, une évaluation, une gestion des risques n'a de sens que si ces risques et leur criticité sont réévalués. Selon l'avancement des actions, selon le temps et le contexte, les risques peuvent gagner en importance, être réduits ou même disparaître. Il est impératif de les réviser régulièrement. Une dernière étape avant de répondre aux questions. Si vous avez apprécié ce webinaire, n'oubliez pas de nous apporter votre soutien, de nous motiver en likant nos publications sur LinkedIn par exemple, en consultant et en likant même nos vidéos sur notre chaîne Thomasia Academy et en faisant connaître autour de vous les ressources que nous mettons à votre disposition. Si vous avez des projets ou simplement des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous intervenons chez nos clients ou à distance sur plusieurs continents et de plusieurs manières, allant de prestations de conseils à des jetons de conseils pour des accompagnements très ciblés et parfaitement sur mesure. À présent donc vos questions. Commençons déjà par cette première question. Peut-on utiliser un autre support que le 5M pour identifier des risques ? Alors oui, tout à fait. Alors, n'hésitez pas à vous montrer créatif dans ce domaine. L'essentiel, c'est de générer des idées et des contributions des collaboratrices et collaborateurs qui participent à l'identification des risques. Le 5M est un vieil outil, il est assez classique, mais qui a largement fait ses preuves dans la manière de pouvoir organiser des idées, de les regrouper, de les hiérarchiser, de provoquer de nouvelles réflexions, de nouvelles idées, et ça fonctionne très bien dans le cadre de l'identification des risques. Donc oui, il existe d'autres outils, mais le 5M, il est plutôt pas mal dans son rôle. Une autre question, alors faut-il intégrer les risques sur la santé de notre personnel dans cette analyse ? Alors ça dépend, comme on l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a aucun débat sur la priorité donnée à la santé et à la sécurité des collaboratrices et collaborateurs, il n'y en a absolument pas. Alors par contre, cette santé, cette sécurité peuvent être maîtrisées dans d'autres documents, d'autres outils. Par exemple en France, le document unique d'évaluation des risques doit tenir compte déjà des risques pour la santé et la sécurité des personnes.
Vous pouvez donc intégrer ces risques, même conjoncturels, dans ce document unique. Mais de la même manière, il est tout à fait possible d'intégrer les risques pour la santé et pour la sécurité dans votre analyse de risque laboratoire, telle que je vous l'ai présentée. Voilà, ça c'est tout à fait possible aussi. La question suivante. Quels risques avons-nous lors de la reprise de l'activité et notamment des audits d'accréditation si l'auditeur COFRAC constate une gestion des risques insuffisante? Alors, oui, je comprends cette question parce que, effectivement, c'est tout à fait possible. Certains peut-être pas, mais tout à fait possible lors des audits d'accréditation que votre gestion des risques fasse effectivement l'objet d'une évaluation, d'une investigation par les personnes du COFRAC que vous rencontrerez. Alors là, je pense qu'il faut considérer deux choses, le contenu et la méthode. Alors, le contenu d'abord, il y a peu de chances qu'une auditrice ou qu'un auditeur COFRAC émette un constat sur la nature des risques que vous identifiez. C'est vos risques qui sont valables dans votre contexte. Alors, à moins au jour de l'audit d'être dans une situation catastrophique du fait d'une non prise en compte de certains risques évidents, il n'y a pas lieu que des constats soient signifiés. En revanche, la richesse, l'efficacité de votre maîtrise des risques vont dépendre de la méthode que vous emploierez. On en a vu une lors de cette présentation. Et donc, par exemple, une méthode bâclée, des risques non réévalués, aucune action prise face à des risques génériques qui ne correspondent pas au contexte du laboratoire pourront tout à fait donner lieu à un constat, et ça semble parfaitement logique. Une autre question. Tout d'abord, merci pour votre participation, parce qu'on a pas mal de questions qui sont venues comme ça s'empiler. Alors, comment faire si les responsables estiment que nous n'avons pas de risque et qu'il n'est pas possible de faire autre chose que d'attendre que ça passe? Là également, je comprends cette question. Ça sent le vécu. Alors parfois, certains peuvent penser que la technique de se cacher la tête dans le sable et d'attendre que la tempête passe, c'est une manière de gérer les risques. En fait, ça ne marche pas toujours. Puis d'ailleurs, il y en a même certains qui ne ressortent jamais la tête ou alors ils la ressortent quand c'est trop tard. Alors parfois aussi, certains imaginent que parce qu'ils sont c'est déjà une gestion des risques et que les risques, vous comprenez ma petite dame, c'est quelque chose qui va forcément arriver parce que c'est comme ça. Et puis il existe même une troisième approche qui consiste à penser que finalement, si on n'identifie pas les risques, on ne les voit pas vraiment. Donc peut-être qu'ils n'existent pas complètement, alors que peut-être ils n'arriveront jamais. En fait, c'est la même chose que la tête dans le sable. Là, c'est à vous de prendre vos meilleures intentions, puis le maximum de patience, d'aller voir les sachants, les professionnels, les gens expérimentés, qui ont sûrement déjà rencontré ces situations ou des situations similaires et qui sont capables d'y répondre ou en tout cas d'anticiper ce qui peut se passer et donc de pouvoir mettre leur professionnalisme au service des actions possibles. Donc ça peut être intéressant de leur faire comprendre qu'on mettra en avant leur expertise, leur capacité à anticiper ces problèmes. Alors normalement, ça devrait en motiver certains, normalement. Ça devrait un petit peu relancer la machine. Voilà. Alors, encore une question. Quelle est la meilleure fréquence de révision des risques? Ça dépend complètement en fait de votre contexte. Par exemple, si votre laboratoire dès le début du confinement était en arrêt technique complet, sans information les premières semaines quant à la reprise et aux conditions de reprise, on peut imaginer qu'une révision ne soit pas nécessaire de manière très fréquente. A l'inverse, si vous maintenez l'activité d'une part, si d'autre part vous avez des enjeux importants quant à maintenir cette activité et à la relancer le plus vite possible dès qu'il y aurait des signes avant-coureurs d'une reprise, vous avez plutôt intérêt à maintenir une vigilance, à anticiper les risques des différentes périodes dont on parlait, le confinement, le déconfinement. Et dans ce cas-là, on aura des révisions plus rapprochées. Alors, toujours pour exemple, on a aujourd'hui, par exemple, des laboratoires qui revoient les risques une fois toutes les semaines, à, pour certains, une heure précise. Alors parfois c'est très rapide, ça ne nécessite qu'une petite demi-heure, et puis parfois ça mérite plus de débat parce que ça correspond à une actualité récente ou ça correspond à un choix stratégique récent. On a un autre client qui a planifié chaque mois une revue de ses risques contextuels, mais il avait déjà ancré cette culture depuis pas mal d'années. Il faisait déjà des revues mensuelles avec notamment la thématique risque. Il a simplement rajouté un volet Covid-19 dans son analyse et ça lui a suffi. Alors ce qui est surtout important à retenir, c'est qu'il est important de réaliser, quand le contexte change, cette révision des risques, alors que ce soit un contexte externe et interne, mais c'est important d'identifier l'impact sur les risques et l'impact sur les décisions et moyens de maîtrise qu'on avait mis en place. Voilà. Comme toute gestion des risques, elle a de valeur que lorsque on la réévalue ou on la mesure en fonction de ces changements de contexte. Alors une question intéressante et d'ailleurs qu'on nous pose
assez souvent sur d'autres sujets. Existe-t-il des bases de données permettant d'identifier les risques afin de les proposer aux équipes du laboratoire ou d'une autre entreprise? Oui, effectivement, il existe des recueils, par exemple, des 1001 risques en entreprise. Alors personnellement, moi je déconseille plutôt cette approche. Il est largement préférable pour l'appropriation d'avoir un nombre raisonnable de risques, mais qui correspondent exactement à votre contexte et à l'identification faite au sein du laboratoire, plutôt que de piocher dans de longues listes de risques avec justement le risque que ça ne résonne pour personne, voilà, ou en tout cas que ça ne corresponde pas. Puis finalement, si le travail de gestion des risques, c'est d'aller piocher dans une base existante, bon, on pourrait se demander à quoi tout ça, ça sert. Alors maintenant, c'est une question alors. C'est apparemment la dernière question. La dernière question, pouvez-vous nous envoyer la matrice des risques et le support du plan présenté lors de cette formation? Alors, en fait, on va presque le faire, comme je l'ai dit au début de cette session. Vous retrouverez bientôt le support du webinaire et l'ensemble de nos commentaires, de ce que je vous ai dit, de ce que je vous dis en ce moment. Alors, soit une captation du précédent ou du prochain webinaire, ou celui-ci, pourquoi pas, mis sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, vous aurez donc tout. Alors, les supports que je vous ai présentés, eux, sont automatisés, ils sont optimisés, ils sont travaillés. Alors, on les délivre soit lors, nous, de nos prestations qu'on réalise auprès de nos clients, soit, en fait, on peut les avoir sous forme de pack documentaire qu'on vend. Voilà. Mais simplement, rassurez-vous, tout ce qu'on a dit, tout ce qui a été montré restera accessible gratuitement sur notre chaîne YouTube Thomasia Academy. Voilà. Bien, écoutez, il n'y a pas d'autres questions, donc merci beaucoup pour votre participation, merci pour vos questions, merci pour nous avoir accompagnés pendant ces échanges. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres sujets, notamment tous les vendredis matins, nous aurons des sujets régulièrement sur d'autres points, d'autres normes, d'autres préoccupations. Voilà, j'aurai plaisir à vous retrouver très prochainement. Merci à vous, à très bientôt et au revoir.